Abandonnée à la naissance, une femme noire âgée de 76 ans a porté toute une vie de douleurs silencieuses. Lorsque les médecins découvrent sa grave maladie cardiaque, toute une communauté soudée de Val-Fleury se mobilise pour elle. Un ancien document révèle son droit à des terres ancestrales et déclenche une bataille contre de puissants propriétaires terriens. Le dénouement de cette histoire vous émouvra aux larmes. Un parcours de foi inébranlable qui a traversé les générations. Abonnez-vous, laissez un like et commentez depuis quelle ville vous suivez cette histoire de résistance. Dans le village d'Aubterre, au cœur de la campagne française, le vent charrie des histoires jamais racontées. Entre les ruelles, en terre battue et les maisons modestes, chemine une silhouette devenue partie intégrante du paysage local. Une femme noire âgée de 76 ans, dont peu connaissent le nom, mais dont tous reconnaissent la présence. Son corps voûté, façonné par le poids des ans et des douleurs, se meut avec la sagesse de celle qui a appris à survivre en silence. Ses mains, rugueuses comme l'écorce des arbres centenaires qui bordent la rivière du village, racontent des histoires que sa voix ose rarement prononcer. Dans son regard, profond comme des puits en temps de sécheresse, habite un mélange déconcertant de tristesse et d'espoir, de blessures ouvertes et de cicatrices mal refermées. Le soleil levant la trouve toujours éveillée, comme si le sommeil était un luxe qu'elle n'avait jamais appris à savourer pleinement. Son réveil précède le chant des coqs, obéissant à une horloge interne programmée dès les premières années de sa vie. Quand elle croyait encore que servir était son unique but au monde, même maintenant, des décennies après avoir conquis une liberté qu'elle n'avait jamais imaginée possible, ses yeux s'ouvrent avant l'aube, se préparant à une bataille quotidienne contre l'oubli et l'invisibilité. L'histoire de cette dame commence par un abandon qui marquerait son existence. Par une nuit pluvieuse de mai, un cri fragile résonna sur les marches de l'église Saint-Sébastien. Le curé, le père Antoine, un homme d'âge avancé au cœur généreux, trouva un petit paquet tremblant sous le crachin fin. Une nouveau-née, à la peau sombre comme une nuit sans lune, avait été laissée à la merci de la charité d'autrui. Il n'y avait pas de mots, pas de nom, juste un cordon rouge noué à son minuscule poignet, unique lien avec un passé qu'elle ne connaîtrait jamais. Le curé, dans l'impossibilité de s'occuper de l'enfant, la confia à une famille considérée comme respectable dans la communauté. Les Lefebvre, propriétaires terriens jouissant d'un respect forcé, acceptèrent d'accueillir la petite fille. Ce que personne ne soupçonnait, c'est que, derrière les murs blancs de leur grande maison, se développait un système pervers d'exploitation déguisé en charité. À 5 ans, quand d'autres enfants jouaient et découvrirent le monde, la fillette portait déjà des seaux d'eau et frottoie le sol jusqu'à ce que ses genoux saignent. Son nom, donné par ses bienfaiteurs, était Simone, un nom commun comme devait être commune son existence aux yeux de ceux qui l'exploitaient. « Sois reconnaissante que nous t'ayons accueillie quand personne ne voulait de toi », répétait Madame Lefebvre, tout en observant la petite Simone travailler sans relâche. « Dieu met chacun à sa place, et la tienne est de servir avec humilité. » Ces paroles, plantées comme des graines vénéneuses dans l'esprit enfantin, fleurirent en une croyance profonde que sa vie n'avait d'autre but que la servitude. Pendant des années, Simone crut que son destin était écrit dans les étoiles qu'elle avait rarement le temps de contempler. Pourtant, dans les interstices de son existence opprimée, quelque chose survivait. Une étincelle de foi que même les humiliations quotidiennes ne parvenaient pas à éteindre. La nuit, après que tout le monde se soit endormi, Simone murmurait des prières apprises les rares fois où elle avait pu assister à la messe. Elle ne comprenait pas tous les mots, mais sentait que d'une manière ou d'une autre, il la reliait à quelque chose de plus grand que sa souffrance. Dans sa poitrine, elle gardait la certitude inexplicable qu'un jour ses larmes seraient séchées par des mains divines. Les saisons se succédèrent, et la fillette devint femme sous le joug de l'exploitation. Ses rêves, petits comme des graines de moutarde, étaient cultivés en secret. En lavant le linge, elle s'imaginait libre. En cuisinant pour la famille qui ne l'avait jamais considérée comme l'une des leurs, elle se nourrissait d'espoirs silencieux. Son corps grandit, mais ses possibilités restèrent enchaînées à la maison des Lefebvre, où chaque aube apportait le même horizon limité. À 29 ans, un événement inattendu ouvrit une brèche dans la muraille qui entourait sa vie.
Le fils cadet des Lefebvre, enivré par le pouvoir qu'il croyait posséder sur celle qu'il considérait comme une servante, tenta de la violer une nuit où ses parents voyageaient. Simone, mue par une force qu'elle ne se connaissait pas, se défendit avec une fermeté surprenante. Le jeune homme, humilié par la résistance de celle qu'il jugeait soumise, menaça de la dénoncer aux gendarmes pour agression. C'est à ce moment que Simone comprit qu'elle devait fuir. Non seulement la violence immédiate, mais toute une vie construite sur la négation de son humanité. Sous le couvert de la nuit, en portant seulement un baluchon de vêtements usés et les cicatrices invisibles d'une vie d'abus, Simone quitta la maison des Lefebvre. Ses pieds nus connaissaient chaque pierre du chemin menant à la rivière, où tant de fois elle avait lavé du linge, qui ne serait jamais le sien. C'est sur les rives de cette même rivière qu'elle trouva un refuge temporaire, au sein de la communauté de Valfleury qui résistait au temps et à l'oubli, préservant des traditions ancestrales comme des semences précieuses gardées pour des temps meilleurs. Les premiers jours de liberté furent marqués par la peur constante d'être retrouvés et punis. Chaque bruit nocturne, chaque ombre projetée par la lune entre les arbres, se transformait en la figure menaçante des Lefebvre venant la chercher. Lentement, cependant, l'accueil de la communauté fit place à la germination d'un nouveau sentiment dans son cœur, la possibilité d'appartenance. Là, parmi des personnes qui portaient dans leur corps et leurs âmes les marques d'une histoire semblable à la sienne, Simone commença à comprendre que sa douleur n'était pas unique, mais faisait partie d'une blessure collective, qui, partagée, devenait moins insupportable. C'est dans ce nouvel espace que Simone découvrit le pouvoir transformateur du travail choisi. Utilisant le seul métier qu'elle connaissait, elle se mit à laver du linge pour subvenir à ses besoins. Mais maintenant, chaque pièce propre représentait non pas sa subjugation, mais son autonomie. Les eaux de la rivière, qui avaient autrefois été témoins de ses larmes silencieuses, reflétaient maintenant le visage d'une femme qui, malgré les circonstances, choisissait de croire que des jours meilleurs viendraient. Ses mains, marquées par le travail ardu, devinrent les symboles d'une résistance silencieuse contre un système qui avait tenté de la convaincre de son insignifiance. Les années passèrent, transformant la jeune Simone en une dame aux cheveux, grisonnants et aux pas plus lents, mais dont la dignité émanait comme une lumière propre. À 76 ans, son corps portait les marques d'un parcours difficile, mais son esprit restait étonnamment vibrant, nourri par une foi qui défiait toute logique humaine. La silhouette devint familière lors des fêtes communautaires, où elle observait, avec un mélange de mélancolie et de joie, les jeunes générations dansant sous les étoiles, jouissant de liberté qu'elle n'avait connue que tardivement. Ce fut lors de la traditionnelle fête de la Saint-Jean, quand les feux de joie illuminaient la nuit, et que l'arôme des spécialités locales emplissait l'air, que le destin de Simone commença à changer à nouveau. Tandis qu'elle battait des mains au rythme de la musique, accompagnant la danse improvisée sur la place du village, ses yeux croisèrent ceux d'une femme qui l'observait avec une attention inhabituelle. Louise, médecin bénévole qui visitait occasionnellement les communautés rurales, remarqua quelque chose d'inquiétant sur le visage de la vieille dame, une pâleur anormale et une fatigue qui semblaient dépasser ce qui était naturel pour son âge. « Vous sentez-vous bien, madame ?» demanda Louise en s'approchant gentiment. Simone, peu habituée à être l'objet d'une préoccupation sincère, acquiesça simplement d'un mouvement de tête, tentant de dissimuler la difficulté à respirer qu'elle ressentait depuis des semaines. Mais ses yeux, toujours révélateurs, trahirent l'inconfort qu'elle essayait de cacher. Avec une insistance prudente, Louise la convainquit de se présenter au centre de santé local le lendemain matin. Le dispensaire d'Obter, comme tant d'autres dans la campagne française, était un bâtiment simple aux murs écaillés et au matériel vétuste. Là, entre des files d'attente interminables et des regards impatients, Simone attendit son tour, se demandant si elle n'occupait pas une place qui pourrait être destinée à quelqu'un de plus jeune, avec plus de vie devant soi. Cette pensée, fruit de décennies à croire en sa propre dévalorisation, fut interrompue lorsque Louise appela son nom. L'examen clinique, réalisé avec une attention que Simone n'avait jamais expérimentée, révéla ce que la médecin soupçonnait. Déjà, une maladie cardiaque grave, probablement le résultat de décennies de travail exténuant et de privation.
Vous avez besoin d'un traitement spécialisé, expliqua Louise, avec une gravité tempérée par la gentillesse. Dans la capitale régionale. Les mots planèrent dans l'air comme des oiseaux de mauvais augure. La capitale régionale, pour Simone, était plus qu'une ville lointaine. C'était un univers inconnu, effrayant par son immensité et son indifférence. « Je ne peux pas y aller », fut sa réponse immédiate, reflet d'une peur profonde de l'inconnu et de la certitude qu'elle n'aurait pas les moyens de survivre, loin de son petit monde connu. Comment expliquer qu'à 76 ans, elle n'avait jamais quitté les limites d'Opter? Comment admettre que l'idée de naviguer seule dans le labyrinthe d'une grande ville la terrifiait plus que la mort elle-même? La nouvelle du diagnostic de Simone se répandit rapidement dans la communauté de Val-Fleury, où les liens de solidarité étaient tissés avec la même force que les nattes de paille qui ornaient les maisons simples. Lors de la veillée hebdomadaire, pratique culturelle qui maintenait vivantes les traditions, ses voisins et amis discutèrent des moyens de l'aider. Dans un cercle formé sous la lumière de la lune, au son des tambours qui reliaient présent et passé, naquit l'idée d'une collecte pour financer le traitement de la vieille dame. « Simone est notre mémoire vivante », déclara Mère Thérèse, la doyenne de la communauté, dont la sagesse était vénérée par tous. Quand elle lave notre linge, elle nettoie aussi nos âmes avec ses histoires. Nous ne pouvons pas perdre notre mémoire vivante. Ces paroles déclenchèrent une vague de solidarité qui surprit Simone elle-même. Des personnes qui possédaient à peine assez pour elles-mêmes offraient ce qu'elles pouvaient. Quelques centimes, une poule, des promesses de s'occuper de son petit potager pendant son absence. Ce geste collectif représenta le premier événement véritablement transformateur dans la vie de Simone depuis de nombreuses années. Pour la première fois, elle se sentit non seulement vue, mais valorisée par une communauté qui la reconnaissait comme partie intégrante de son identité. Les larmes qui coulèrent sur son visage ridé, tandis qu'elle recevait l'enveloppe contenant les contributions réunies, n'étaient pas seulement de gratitude, mais d'une compréhension tardive et bouleversante de sa propre valeur. Accompagnée par Jeanne, une jeune institutrice de la communauté qui s'était proposée pour la guider dans la capitale régionale, Simone monta dans l'autocar interurbain, le cœur partagé entre la peur de l'inconnu et l'espoir de revenir en meilleure santé. Le voyage de 3 heures lui parut une éternité, chaque kilomètre l'éloignant de sa zone de confort, chaque virage de la route révélant des paysages qu'elle n'avait jamais imaginé exister au-delà des limites de sa petite existence. La capitale régionale, avec ses immeubles qui semblaient toucher le ciel et le mouvement incessant de gens pressés, confirma ses craintes initiales. Comment peuvent-ils vivre ainsi, sans voir le visage les uns des autres? Demanda-t-elle à Jeanne, en observant la foule anonyme qui se déplaçait comme un fleuve turbulent dans les larges rues. L'hôpital public, destination finale de ce voyage intimidant, se révéla aussi effrayant que la ville qui l'abritait, un labyrinthe de couloirs interminables, de formulaires incompréhensibles et d'attentes qui semblaient ne pas avoir de fin. Ce fut là, sur les chaises dures de la salle d'attente, que Simone affronta le préjugé ancré dans le système médical. Le médecin désigné pour la recevoir, un homme jeune aux cernes de fatigue et à l'impatience dans les gestes, regarda à peine son visage en feuilletant rapidement la lettre de recommandation apportée d'Opter. Âge avancé, douleur, thoracique, probablement juste de l'anxiété, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les patientes. Je vais prescrire un analgésique. Suivant. L'indignation de Jeanne se manifesta immédiatement, avec un courage nourri par le sens de la justice qui l'avait motivée à devenir éducatrice. La jeune femme confronta le professionnel. Ma grand-mère n'est pas venue de si loin pour être renvoyée sans un examen approprié, affirma-t-elle, utilisant intentionnellement le lien de parenté fictif pour renforcer son argumentation. Elle a droit au même traitement que n'importe quel autre patient. Cette intervention, née de l'indignation face à l'injustice flagrante, représenta le premier petit revirement dans l'histoire de Simone, lui garantissant l'accès à des examens qui révéleraient la véritable nature de sa condition. Pendant les 3 jours de séjour dans la capitale régionale pour réaliser les examens, Simone et Jeanne logèrent dans une petite pension près de l'hôpital. C'est durant cette période, partageant une intimité forcée par les circonstances,
que la vieille dame commença à ouvrir les vannes de souvenirs longtemps refoulés. Le soir, tandis que Jeanne tressait ses cheveux blancs avec la délicatesse de celle qui manipule un trésor fragile, Simone partagea des bribes de son histoire. L'abandon dans l'enfance, les années de servitude déguisées en accueil, la fuite désespérée et la lente reconstruction d'une vie propre. « Comment avez-vous pu supporter tout cela sans perdre la foi ?» demanda Jeanne, impressionnée par la résilience de cette femme qui, malgré tout, conservait une dignité inébranlable. Simone resta silencieuse quelques instants, comme si elle cherchait la réponse dans ses propres souvenirs. « Quand on n'a rien, ma fille, même un grain d'espoir pèse lourd, » répondit-elle finalement, avec une sagesse qui transcendait toute éducation formelle. Cet échange de confidences créa un lien qui dépassait les différences d'âge et d'expérience entre les deux femmes. Pour Jeanne, les histoires de Simone offraient une perspective sur la résistance noire et féminine que ses livres académiques n'avaient jamais complètement saisie. Pour Simone, l'opportunité de raconter sa propre histoire représentait un acte de réclamation de son récit personnel, si souvent réduit au silence ou déformé par d'autres. Ce fut durant cette période, dans la capitale régionale, qu'eut lieu le deuxième événement significatif dans le parcours de transformation de Simone. Le dernier jour des examens, alors qu'elles attendaient à la réception de l'hôpital, une assistante sociale s'approcha, intriguée par la présence de cette vieille dame dont les yeux révélaient une histoire silencieuse. Claude, professionnel, dévoué à identifier les personnes en situation de vulnérabilité qui pourraient avoir droit à des aides non sollicitées, entama une conversation informelle qui se transforma bientôt en consultation officieuse. « Madame, percevez-vous déjà une aide de l'État ?» demanda Claude, après avoir entendu des fragments de l'histoire de vie partagée par Simone. Devant la réponse négative, l'assistante sociale expliqua que, compte tenu des circonstances, de sa vie professionnelle, des décennies de travail non reconnues officiellement, Simone pourrait avoir droit à une retraite spéciale, jamais réclamée auparavant. Il existe un dispositif spécifique pour les personnes ayant travaillé de manière informelle toute leur vie, précisa-t-elle, remplissant un formulaire préliminaire avec les informations fournies par la vieille dame. Il ne sera pas facile de tout prouver, mais nous pouvons essayer. Cette possibilité, présentée presque par hasard dans ce couloir d'hôpital, ouvrit une fenêtre sur un avenir que Simone n'avait jamais envisagé possible. Un avenir où elle pourrait compter sur un revenu fixe, aussi modeste soit-il, la libérant de la dépendance exclusive de son travail de lavandière, de plus en plus difficile, en raison des limitations physiques imposées par l'âge et la maladie. Avec un diagnostic confirmé, une cardiopathie nécessitant une médication continue et un suivi régulier, et l'espoir d'une aide sociale qui pourrait transformer sa réalité matérielle, Simone et Jeanne retournèrent à Aubterre. Le voyage de retour contrastait profondément avec l'aller. Là où il y avait eu de l'appréhension, il y avait maintenant une attente prudente. Là où existait la peur de l'inconnu, fleurissaient des graines de possibilités jamais envisagées. Cependant, le destin, dans son insondable sagesse, réservait encore de nombreuses épreuves et bénédictions sur le chemin de Simone. En arrivant à Aubterre, elles furent accueillies par des nouvelles dévastatrices. Une tempête d'une ampleur inédite avait frappé la région pendant leur absence, causant des dégâts importants dans la communauté de Val-Fleury. La petite chambre où vivait Simone, construite en bois et en torchis, avait été partiellement détruite par les eaux qui avaient débordé de la rivière, normalement si douce dans son cours. La perte de son espace, aussi humble soit-il, représenta le deuxième petit revirement dans son histoire. Parmi les quelques biens perdus dans l'inondation se trouvaient des photographies jaunies, unique trace tangible de décennies d'existence, et une petite boîte où elle gardait des souvenirs qui, pour d'autres, auraient pu paraître insignifiants, mais qui constituaient son trésor personnel. Un foulard brodé par des mains anonymes, qu'elle avait trouvé parmi ses vêtements de bébé lors de son abandon, des coupures de journaux anciens sur la communauté, des graines rares conservées pour de futures plantations. Dépouillée non seulement de son logement, mais aussi des quelques ancrages matériels qui la reliaient à son passé, Simone fut accueillie temporairement à l'église locale, ironiquement, le même lieu où son histoire avait commencé 76 ans plus tôt. Le nouveau curé,
un homme jeune et aux idées progressistes, avait transformé le presbytère en abri temporaire pour les familles les plus touchées par l'inondation. Ce fut là, entre prières collectives et repas partagés, que Simone rencontra un groupe de femmes dévotes qui la reçurent avec une affection qui la déconcerta initialement. « Pourquoi vous souciez-vous tant de moi ?» demanda-t-elle un soir à Madame Constance, responsable du groupe de prière et l'une des animatrices de l'abri. La réponse vint accompagnée d'une étreinte qui brisa les barrières invisibles construites par des décennies de méfiance. « Parce que votre histoire est notre histoire. Simone, chaque marque sur vos mains raconte un morceau de l'histoire qu'ils ont tenté d'effacer de nous tous. » Cette connexion inattendue avec des femmes qui reconnaissaient la valeur de son existence éveilla chez Simone une compréhension plus profonde de la communauté et de l'appartenance. Les matinées au presbytère commençaient par un café partagé et se terminaient par des histoires échangées sous la lumière vacillante des bougies. Entre ces deux moments se déroulait une journée de petits gestes de soins mutuels qui, additionnés, formaient un tissu d'accueil que Simone n'avait jamais expérimenté aussi pleinement. Madame Constance, mue non seulement par la compassion chrétienne, mais aussi par un fort sens de la justice sociale et de la réparation historique, perçut le potentiel transformateur que l'histoire de Simone pourrait avoir pour la communauté élargie. Après des semaines à côtoyer quotidiennement la vieille dame, dont les récits nocturnes captaient l'attention de tous dans l'abri, elle l'invita à partager son parcours lors d'une rencontre communautaire qui réunirait divers segments de la société locale. « Je n'ai rien d'important à dire », fut la réponse immédiate de Simone, reflet d'une vie passée à être convaincue de son insignifiance. L'invitation représentait un défi monumental pour quelqu'un qui avait appris à survivre dans l'invisibilité, pour qui le silence avait souvent été la seule protection possible contre de nouvelles violences. Cependant, l'insistance douce, mais ferme de Madame Constance et le soutien enthousiaste de Jeanne, qui visitait régulièrement l'abri, érodèrent lentement ses résistances. « Votre voix peut être le début de la guérison pour de nombreuses blessures que nous ne savons, même pas que nous portons », argumenta Jeanne, utilisant ses connaissances académiques pour contextualiser l'importance des témoignages de survivants de processus historiques d'oppression. « Ce n'est pas seulement pour vous, Simone, mais pour toutes celles qui sont venues avant et pour toutes celles qui viendront après. » Le troisième événement transformateur dans le parcours de Simone eut donc lieu par une nuit de pleine lune, dans la salle paroissiale remplie de personnes d'origines très diverses. Des travailleurs agricoles aux professions libérales, des enfants agités aux aînés attentifs. Tremblante comme une feuille au vent, Simone s'assit sur la chaise préparée pour elle, au centre du cercle. Ses mains, normalement si sûres lorsqu'elle frottait le savon sur le linge au bord de la rivière, s'entremêlaient maintenant nerveusement sur ses genoux. Les premières minutes furent marquées par des hésitations et des phrases entrecoupées, témoignages de décennies passées à être réduites au silence. Progressivement, cependant, à mesure que ses yeux rencontraient des visages attentifs et sincèrement intéressés, sa voix gagna en assurance. Les mots commencèrent à couler comme les eaux de la rivière qu'elle connaissait si bien, parfois tourbillonnant dans des rapides émotionnels, parfois glissant doucement sur des souvenirs moins douloureux. Pendant près de 2 heures, Simone égrena le chapelet de ses expériences, l'abandon initial, les années de servitude déguisée, les petites rébellions qui maintinrent allumée la flamme de son humanité, la fuite désespérée et la reconstruction patiente d'une vie propre. Elle parla des mains calleuses qui avaient lavé le linge de générations entières de familles locales, des nuits solitaires où sa seule compagnie était les étoiles, des matins où le lever du soleil représentait non seulement un nouveau jour, mais le renouvellement de l'espoir d'être vraiment vue. Quand elle se tut enfin, épuisée par la catharsis émotionnelle de ce partage sans précédent, toute la salle resta dans un silence respectueux, comme si elle traitait le poids et la grandeur du témoignage reçu. Lentement, une femme se leva et, sans prononcer un mot, s'approcha pour étreindre Simone. Puis une autre, et encore une autre. Bientôt, une file spontanée se forma de personnes désireuses d'exprimer leur gratitude pour ce partage qui, de différentes manières, avait touché chacun des présents. Parmi ceux qui furent touchés par le récit de Simone, se trouvait Gabriel, un avocat qui consacrait une partie de son temps à des causes liées aux droits des communautés traditionnelles.
Formé dans la capitale régionale mais ayant des racines familiales à Aube-Terre, il se trouvait au village pour rendre visite à des parents lorsqu'il apprit l'événement à la paroisse. Ce qu'il entendit cette nuit-là non seulement le toucha en tant qu'être humain, mais activa son radar professionnel sur de possibles violations de droits qui pourraient être réparées même des décennies plus tard. Les jours suivants, une relation de confiance commença à se développer entre Simone et Gabriel. Lors de conversations prudentes, l'avocat recueillit des informations plus détaillées sur le passé de la vieille dame, notamment sur la communauté de Val-Fleury qu'il avait accueillie après sa fuite de la maison des Lefebvre. Grâce à des recherches dans les archives départementales et à des contacts avec des organisations spécialisées, Gabriel fit une découverte surprenante qui constituerait le premier revirement moyen dans l'histoire de Simone. Il existe des documents prouvant que ces terres où la communauté est établie appartenaient légalement à ses ancêtres, expliqua Gabriel, montrant de vieilles cartes et des registres de propriété qu'il avait exhumés. L'occupation par les propriétaires terriens locaux n'a jamais été régularisée officiellement. Il y a une base légale pour revendiquer la propriété collective au nom de la communauté de Val-Fleury. Cette révélation ouvrit un horizon entièrement nouveau pour Simone et pour toute la communauté qu'il avait accueillie. La possibilité de régularisation foncière et de reconnaissance officielle comme territoire communautaire signifiait non seulement la sécurité de la permanence, mais aussi l'accès à des politiques publiques spécifiques et la valorisation culturelle. Cependant, comme on pouvait s'y attendre, la nouvelle ne fut pas accueillie passivement par les propriétaires terriens locaux qui, depuis des générations, avaient occupé illégalement les terres, étendant progressivement leurs propriétés aux dépens des habitants originels. Des menaces voilées commencèrent à circuler dans la communauté, créant un climat de tension qui contrastait avec l'espoir fraîchement découvert. « Ils disent qu'ils vont empoisonner la rivière si nous continuons le processus », confia Mère Thérèse à Simone, exprimant la crainte que beaucoup ressentaient face au pouvoir économique et politique des propriétaires terriens dans la région. Cette résistance externe ne fit que renforcer la détermination de Gabriel, qui voyait dans cette cause non seulement une affaire juridique, mais une opportunité de réparation historique. Parallèlement à cette bataille pour la terre ancestrale, Simone faisait face à un autre défi significatif. Le processus pour obtenir sa retraite, initié avec l'assistante sociale dans la capitale régionale, se heurta à des obstacles bureaucratiques apparemment insurmontables. « Nous avons besoin de documents prouvant votre travail pendant toutes ces années », expliqua l'employé de la caisse de retraite locale, face à une Simone désorientée par les termes techniques et les exigences institutionnelles. Fiches de paie, cotisations, tout enregistrement officiel. Comment prouver des décennies de travail effectué en marge de la formalité? Comment traduire en papier et tampon une vie de labeur qui avait existé dans l'ombre de l'économie officielle? Cette apparente impossibilité représenta le troisième petit revirement dans le parcours de Simone, l'obligeant, elle et ses soutiens, à chercher des voies alternatives pour garantir un droit qui, bien que légitime, semblait inaccessible dans les paramètres conventionnels du système. Ce fut Jeanne qui, utilisant sa connaissance des méandres institutionnels, suggéra une solution créative. « Nous avons besoin de témoins », proposa-t-elle, après avoir consulté un avocat spécialisé en droit de la sécurité sociale. Des personnes qui peuvent confirmer que Madame a travaillé comme lavandière pendant toutes ces années. Et nous devons trouver toute trace écrite mentionnant son travail. De vieux reçus, des notes, n'importe quoi. La recherche de ces preuves se transforma en une véritable archéologie de la mémoire collective d'Aube-Terre. D'anciens clients de Simone furent contactés, certains déjà âgés comme elle, d'autres enfants et petits-enfants de ceux qui avaient utilisé ses services des décennies auparavant. Des albums de famille furent fouillés à la recherche de photographies pouvant montrer Simone au travail. Des carnets de comptes domestiques, où des matriarches enregistraient dépenses et services engagés, furent exhumés de malles poussiéreuses. Le quatrième événement significatif de ce parcours eut lieu lorsque le curé, intrigué par la recherche frénétique de preuves documentaires, se souvint des anciens registres paroissiaux conservés dans les archives de l'Église. « Peut-être. Y a-t-il quelque chose là ?» suggéra-t-il, conduisant Jeanne et Simone dans la petite pièce où des siècles d'histoire locale
étaient préservées dans des livres à couverture de cuir et aux pages jaunies par le temps. Après des heures de recherche méticuleuse, elles firent une découverte précieuse. Un acte de baptême qui non seulement confirmait la date approximative de naissance de Simone, mais incluait également une note marginale écrite par un curé précédent, mentionnant les circonstances de son abandon et son accueil, ultérieur par la famille Lefebvre. Ce document, bien qu'il ne prouvât pas directement son travail de lavandière, établissait une chronologie officielle de son existence et corroborait une partie de son récit personnel. Fortifiée par cette petite victoire documentaire, Simone se permit de participer plus activement à la vie communautaire, surmontant progressivement des décennies d'isolement auto-imposé. Lors de la traditionnelle récolte collective de pommes de terre, événement qui mobilisait toute la communauté de Val-Fleury, elle proposa de préparer le déjeuner qui serait partagé par les travailleurs. C'est dans ce contexte de célébration, du travail collectif, sous le soleil implacable de midi, qu'eut lieu le 5e événement marquant de son parcours. Tandis qu'elle remuait la grande marmite de potée, Simone ressentit une douleur aiguë à la poitrine, différente des inconforts habituels de sa condition. Le monde autour d'elle sembla se brouiller, les voix devinrent lointaines, et ses jambes perdirent leur fermeté. Avant qu'elle ne puisse appeler à l'aide, l'obscurité l'enveloppa complètement. Son corps fragile s'effondra silencieusement, comme une feuille sèche qui se détache enfin de la branche, après avoir résisté à d'innombrables tempêtes. Le joyeux brouhaha de la fête se transforma immédiatement en préoccupation concentrée. Des mains douces la portèrent à l'ombre, tandis que quelqu'un courait appeler l'ambulance récemment acquise par la commune. Le trajet jusqu'à l'hôpital, local, bien que bref, parut éternel pour ceux qui surveillaient sa respiration faible et irrégulière. « Ne nous quitte pas maintenant, Simone », murmurait Mère Thérèse en lui tenant la main froide. « Ton histoire ne fait que commencer à être réécrite. » Au petit hôpital d'Aubeterre, une jeune infirmière nommée Rachel fut désignée pour s'occuper de la vieille dame inconsciente. Tandis qu'elle vérifiait ses signes vitaux et préparait les médicaments d'urgence, quelque chose sur le visage de Simone éveilla un souvenir endormi. Pendant sa pause, Rachel chercha Jeanne, qui attendait anxieusement dans la salle d'attente. « Cette dame, c'est la même qui m'a mise au monde il y a 30 ans ?» demanda-t-elle avec un mélange d'incertitude et d'espoir. La question surprit Jeanne, qui ignorait cet aspect de la vie de Simone. Ensemble, elles cherchèrent Mère Thérèse pour confirmation. Oui, Simone était connue comme sage-femme traditionnelle avant que ses mains ne deviennent trop tremblantes pour ce travail délicat, confirma l'aînée de la communauté. Elle a mis au monde de nombreux enfants quand l'hôpital n'était qu'un rêve lointain pour notre peuple. Cette révélation constitua le 2e revirement moyen dans l'histoire de Simone, mettant en lumière une dimension de son existence qui était restée obscurcie par le temps et les circonstances. Son rôle de gardienne des savoirs traditionnels, de guérison et d'accouchement, transmis oralement à travers les générations. Ce qui pour elle n'avait été qu'une partie naturelle de sa contribution communautaire, représentait, en réalité, un trésor culturel immatériel d'une valeur inestimable dans la préservation des savoirs ancestraux. Poussée par la gratitude et la reconnaissance de l'importance de ce patrimoine culturel, Rachel contacta une amie de faculté qui travaillait sur un projet universitaire de documentation des savoirs traditionnels. Christine, anthropologue dédiée à l'enregistrement des pratiques culturelles en risque d'extinction, rendit visite à Simone dès qu'elle sortit de l'hôpital. L'invitation à participer au projet de préservation culturelle, en partageant ses connaissances sur les plantes médicinales et les techniques traditionnelles d'accouchement, représenta le 6e événement important dans la transformation progressive de sa vie. « Vos savoirs ne sont pas seulement des souvenirs, Madame Simone », expliqua Christine, lors d'une longue conversation sur la véranda improvisée de l'abri où la vieille dame résidait encore. Ce sont un patrimoine culturel qui peut bénéficier aux générations futures et renforcer l'identité de votre communauté. La possibilité que ces connaissances, acquises par l'observation et l'expérience directe avec la nature, puissent être valorisées académiquement et préservées pour la postérité, représenta pour Simone une forme de reconnaissance qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Tandis qu'elle se remettait lentement de l'épisode cardiaque,
Nourrie par un régime soigneusement planifié par Rachel et fortifiée par les tisanes qu'elle avait elle-même enseignées aux plus jeunes à préparer, Simone recevait régulièrement des mises à jour sur le processus de revendication des terres communautaires. Gabriel, infatigable dans son dévouement à la cause, réussit à obtenir une première audience au tribunal régional, événement qui suscita autant d'attentes que d'appréhension dans la communauté. La proximité de l'audience intensifia les tensions avec les propriétaires terriens locaux. Ce qui n'était auparavant que des menaces voilées se transforma en intimidation explicite. Une nuit, ils trouvèrent les cultures communautaires détruites, plantes arrachées, systèmes d'irrigation endommagés. Cette agression directe contre les moyens de subsistance de la communauté représenta le troisième revirement moyen, créant un sentiment d'urgence qui n'existait pas auparavant. « Ils veulent nous effrayer, nous faire abandonner », observa Gabriel, documentant les dégâts pour les inclure dans le dossier. Mais chaque acte comme celui-ci ne fait que renforcer notre argumentation sur la nécessité d'une protection légale pour cette communauté. Lors d'une cérémonie traditionnelle de bénédiction, organisée pour renforcer spirituellement la communauté avant l'audience judiciaire, Simone, qui participait en tant qu'apprentie des guérisseuses les plus âgées, eut une expérience que beaucoup interprétèrent comme un signe divin. Au moment où des herbes purificatrices étaient brûlées et des chants ancestraux emplissaient l'air, la vieille dame entra dans un état de semi-conscience dans lequel elle entrevit des figures qu'elle identifia comme ses ancêtres, travaillant sur la même terre qu'ils luttaient maintenant pour récupérer. Cette vision, interprétée comme un message d'approbation et d'encouragement des ancêtres, constitua le 7e événement significatif de son parcours, renforçant sa détermination personnelle et inspirant toute la communauté. Le jour de l'audience se leva avec une pluie fine que beaucoup interprétèrent comme des larmes purificatrices du ciel. Le tribunal régional, situé dans la ville voisine, devint la destination d'une petite caravane d'habitants de la communauté, menée par Simone, qui insista pour être présente malgré sa santé fragile. « Cette terre coule dans mes veines, comme le sang », déclara-t-elle, tandis qu'on l'aidait à monter dans l'autocar loué pour l'occasion. « Je dois être là pour qu'ils sachent que nous ne luttons pas seulement pour des papiers, mais pour notre propre existence. » La radio locale, unique moyen de communication ayant une portée significative dans la région, obtint l'autorisation de diffuser l'audience, permettant à ceux qui n'avaient pu se déplacer de suivre le déroulement du processus. Dans de nombreuses maisons modestes d'Aubeterre, des familles entières se réunirent autour de postes de radio, certaines priant en silence, d'autres discutant avec anxiété de chaque argument présenté. Le juge désigné pour l'affaire, un homme d'âge mûr connu pour son conservatisme, manifesta initialement peu de sympathie pour la cause. Son langage corporel, sourcils froncés, regard impatient, suggérait un scepticisme quant à la légitimité des revendications présentées. Gabriel, cependant, avait préparé une argumentation solide, fondée non seulement sur des aspects légaux contemporains, mais aussi sur des documents historiques traçant l'occupation traditionnelle de la zone, y compris des documents de l'époque post-révolutionnaire, mentionnant spécifiquement la zone comme lieu d'établissement pour des familles paysannes ayant des droits coutumiers. Le moment décisif, constituant le premier grand revirement dans l'histoire de Simone, eut lieu lorsque Gabriel présenta une carte datée de 1872, trouvée dans les archives départementales, montrant clairement la configuration originale des terres avant l'expansion progressive des fermes environnantes. Cette preuve provoqua un silence révélateur dans le tribunal. Ces documents, déclara le juge, après avoir examiné attentivement les preuves, établissent sans l'ombre d'un doute l'occupation traditionnelle de cette zone par la communauté bien avant l'expansion récente des propriétés voisines. Sa décision, favorable à la reconnaissance préliminaire des droits territoriaux de la communauté, surprit autant les propriétaires terriens présents que les membres de la communauté eux-mêmes, qui avaient appris, à travers des générations de déception, à attendre peu du système judiciaire. Cette victoire juridique, bien qu'elle ne représentât que le début d'un processus qui promettait d'être long, résonna dans la communauté comme un rayon d'espoir concret. Pour la première fois dans leur longue histoire de résistance, ils avaient entre les mains un document officiel reconnaissant la légitimité de leur présence sur cette terre. Pour Simone,
qui avait vécu près de 8 décennies en témoignant d'injustices qui semblaient immuables, cette décision représentait une confirmation que sa foi persistante n'avait pas été vaine. La joie de la victoire, cependant, fut bientôt tempérée par la réalité de la résistance. Les propriétaires terriens, mécontents de la décision judiciaire, intensifièrent leur tactique d'intimidation. Utilisant leur pouvoir économique et leur influence politique locale, ils réussirent à bloquer physiquement l'accès aux zones reconnues comme appartenant à la communauté, installant des clôtures et engageant des gardes privés pour empêcher l'entrée des légitimes propriétaires. C'est dans ce contexte d'impasse qu'eut lieu le 8e événement significatif dans le parcours de Simone. Christine, l'anthropologue, qui documentait les savoirs traditionnels de la vieille dame, avait des contacts avec une société de production de documentaires sociaux. Impressionnée par l'histoire de résistance de Simone et de la communauté, elle proposa la réalisation d'un reportage spécial pour une émission de télévision nationale dédiée aux questions sociales. Votre histoire mérite d'être connue, au-delà des limites d'Aubeterre, argumenta-t-elle, en expliquant la proposition à une Simone hésitante, toujours mal à l'aise à l'idée d'une exposition publique. Le reportage, tourné au cours d'une semaine intense, capta non seulement la lutte actuelle pour la terre, mais aussi le parcours personnel de Simone, depuis l'abandon dans l'enfance jusqu'à son rôle actuel de gardienne de la mémoire collective et symbole de résistance. Diffusé en prime time, il toucha des millions de téléspectateurs dans tout le pays, provoquant une vague de solidarité qui transcenda les frontières géographiques et sociales. Des lettres, des emails et des messages de soutien commencèrent à affluer vers la communauté. Des organisations de défense des droits humains offrirent une assistance juridique complémentaire. Des étudiants universitaires organisèrent des manifestations pacifiques devant le siège de la préfecture, exigeant une action immédiate pour garantir l'application de la décision judiciaire. Cette mobilisation nationale, déclenchée par la visibilité médiatique de l'histoire de Simone, constitua le deuxième grand revirement dans son parcours, transformant un conflit local en une cause d'ampleur nationale. La pression de l'opinion publique aboutit à l'intervention du parquet, qui ordonna la réintégration de posse immédiate des terres ancestrales, avec le soutien des forces de l'ordre si nécessaire. La cérémonie de démarcation officielle, organisée par un matin ensoleillé qui semblait bénir ce moment historique, réunit non seulement la communauté, mais aussi des représentants de mouvements sociaux, des autorités publiques et des journalistes qui documentaient le dénouement de cette lutte qui avait capturé l'imagination du pays. Pendant cette cérémonie, alors qu'elle suivait la pose des bornes officielles qui établissaient les limites de la terre récupérée, Simone fut abordée par une dame âgée qui avait voyagé de loin après avoir vu le reportage télévisé. « J'ai connu votre mère », déclara l'inconnu, les larmes aux yeux, provoquant chez Simone une commotion indescriptible. Ce 9e événement révélateur ouvrit à la vieille dame une possibilité qu'elle n'avait jamais considérée viable, découvrir ses origines familiales, combler le vide ancestral qu'elle avait toujours porté comme une blessure invisible. Les mois suivants apportèrent une transformation profonde, non seulement dans la vie personnelle de Simone, mais dans toute la structure communautaire. Avec le soutien d'organisations non gouvernementales et des ressources obtenues grâce à des projets culturels, la communauté commença à développer des initiatives de développement durable et de préservation culturelle. Une partie des terres récupérées fut destinée à la création d'un centre communautaire dédié à la préservation et à la transmission des savoirs traditionnels, projet que Simone suivait avec un intérêt particulier, offrant des conseils basés sur sa vaste expérience. Pendant la phase initiale de construction de ce centre, eut lieu le 10e événement significatif de son parcours. Des travailleurs, en préparant le terrain pour les fondations, découvrirent enterré un ancien coffre en bois contenant des documents et des objets qui renvoyaient directement aux ancêtres de la communauté. Parmi les objets conservés se trouvaient des journaux intimes, des outils artisanaux et des graines ancestrales soigneusement gardées dans de petits sacs en tissu. Cette découverte archéologique improvisée offrit une connexion tangible avec l'histoire qui, pendant si longtemps, n'avait existé que comme tradition orale. Les objets, documentés et intégrés par la suite aux collections du centre communautaire,
devinrent des outils pédagogiques pour que les nouvelles générations comprennent concrètement leurs racines et l'importance de la préservation culturelle. Pour Simone, la rencontre avec ces artefacts représenta une confirmation supplémentaire de la légitimité de sa lutte et de la continuité historique de sa communauté. L'inauguration du centre communautaire, prévue pour coïncider avec la fête de la Saint-Jean, date significative qui avait initié toute la transformation dans la vie de Simone 1 an auparavant, attira des visiteurs de diverses régions du pays. Parmi les invités spéciaux se trouvaient des chercheurs, des militants sociaux et des représentants d'autres communautés traditionnelles intéressés à connaître l'expérience réussie d'Aube-Terre. Personne, cependant, ne pouvait prévoir que cet événement serait le théâtre du troisième et plus significatif revirement dans l'histoire de Simone. Parmi la foule qui se rassemblait pour la cérémonie inaugurale, une dame âgée, accompagnée de sa fille, cherchait anxieusement Simone. Claire, âgée de 78 ans, avait voyagé plus de 2000 km après avoir reconnu dans le reportage télévisé des traits familiers qui la hantaient en rêve depuis des décennies. « Ma sœur », murmura-t-elle quand elle trouva enfin Simone, prenant ses mains ridées entre les siennes. « Je t'ai cherché toute ma vie. » L'histoire que Claire partagea les jours suivants combla des lacunes que Simone n'avait jamais espéré voir complétées. Née d'une mère célibataire qui travaillait comme employée de maison dans une ferme près d'Aube-Terre, les sœurs avaient été séparées quand Claire n'avait que 2 ans et Simone était un bébé nouveau-né. La mère, gravement malade et sans ressources pour élever ses 2 filles, avait pris la décision douloureuse de laisser la cadette à l'église, dans l'espoir qu'elle trouve une vie meilleure, tout en luttant pour survivre avec l'aînée. Elle est morte quelques années plus tard, expliqua Claire, montrant l'unique photographie qu'elle possédait de leur mère, une jeune femme aux yeux tristes et au sourire contenu, dont Simone reconnut immédiatement les traits comme semblables aux siens. Son dernier souhait fut que je ne cesse jamais de te chercher. J'ai passé des décennies à suivre la moindre piste, aussi infime soit-elle. Ces retrouvailles familiales, après 76 ans de séparation, représentèrent le miracle que Simone avait secrètement espéré toute sa vie. La confirmation qu'elle n'était pas seule au monde, qu'il existait un lien de sang qui la connectait à une histoire plus large que sa propre existence individuelle. Les 2 sœurs, marquées par des trajectoires distinctes mais également difficiles, se reconnurent immédiatement, non seulement dans les traits physiques, mais dans la résilience qui les avait maintenues en vie et dignement intègres malgré les adversités. Au cours de l'année suivante, la petite maison construite pour Simone sur les terres récupérées de la communauté devint un centre informel de transmission des connaissances. De jeunes mères cherchaient ses conseils sur les plantes médicinales et les soins aux nouveau-nés. Des agriculteurs consultaient sa sagesse sur les cycles de la nature et les techniques traditionnelles de culture. Des chercheurs enregistraient ces histoires, préservant pour la postérité des récits qui, autrement, auraient pu se perdre dans le temps. Claire, qui choisit de rester à Aube-Terre pour rattraper le temps perdu avec sa sœur, apporta avec elle non seulement des souvenirs familiaux, mais aussi des compétences artisanales qui complétaient les connaissances de Simone. Ensemble, elles initièrent des ateliers de tissage traditionnels, enseignant aux jeunes de la communauté des techniques presque oubliées qui trouvaient maintenant une nouvelle valeur culturelle et économique. La transformation de Simone, d'une vieille dame solitaire et résignée en gardienne respectée de la mémoire collective, inspira d'autres femmes de la communauté à revendiquer leur propre espace et leurs propres valeurs. Des jeunes qui prévoyaient, auparavant de quitter Aube-Terre à la recherche d'opportunités dans les grands centres urbains, découvrir des possibilités de développement personnel et professionnel au sein même de la communauté, désormais renforcée par la reconnaissance légale et la valorisation culturelle. Par un après-midi tranquille, assise à l'ombre d'un manguier centenaire qui avait été le témoin silencieux de générations de lutte et de résistance, Simone contemplait le mouvement de la communauté revitalisée. Des enfants couraient librement sur des terres qui appartenaient maintenant officiellement à leurs ancêtres. Des femmes se réunissaient pour le travail collectif, leurs voix se mêlant dans des conversations et des chants traditionnels. Des hommes construisaient de nouvelles structures
qui abriterait des projets communautaires générateurs de revenus. En observant ce scénario, Simone ressentit une paix qui transcendait tout confort matériel. Sa foi, si souvent mise à l'épreuve par des circonstances qui semblaient confirmer l'absence divine, trouvait maintenant sa justification dans les développements inattendus de sa propre histoire. La justice, si lente dans sa manifestation qu'elle avait presque paru inexistante, s'était enfin révélée, non seulement à travers des décisions judiciaires, mais principalement dans la reconnaissance de sa valeur intrinsèque en tant qu'être humain et porteuse de sagesse ancestrale. Ces 76 années d'attente n'avaient pas été vaines. Chaque douleur supportée, chaque humiliation silencieusement absorbée, chaque petit acte de résistance apparemment insignifiant, avait formé les fils d'une tapisserie complexe qui révélait maintenant son dessin complet. Son histoire personnelle, entrelacée avec la trajectoire collective de sa communauté, s'était transformée en symbole d'une résistance qui transcendait sa propre existence individuelle. Les marques sur son corps, mains calleuses par le travail ardu, genoux déformés par des décennies agenouillés au bord de la rivière, dos courbés par le poids des fardeaux physiques et émotionnels, n'étaient plus des symboles d'oppression, mais des médailles d'honneur témoignant de sa détermination, inébranlable à rester digne dans un monde qui avait systématiquement tenté de la convaincre de sa dévalorisation. Et ainsi, contemplant l'horizon où les collines rencontrèrent le ciel en parfaite harmonie, Simone comprenait que sa vie, apparemment petite et insignifiante aux yeux du monde, avait été en réalité un monument à la persistance de l'esprit humain face aux adversités les plus dévastatrices. Son héritage ne se mesurait pas en possession matérielle ou en réussite conventionnelle, mais dans la sagesse partagée, les traditions préservées, les vies touchées et transformées par son exemple silencieux de dignité inébranlable. Car le véritable miracle, réalisa Simone avec la clarté que seul l'âge avancé peut procurer, ne résidait pas dans les événements extraordinaires qui avaient transformé sa situation matérielle, mais dans la préservation de sa capacité à aimer et à croire, malgré tout ce qui avait tenté d'éteindre cette flamme. La rédemption n'était pas venue comme un éclair dans un ciel clair, mais comme l'eau qui, avec persistance, modèle la pierre la plus dure, goutte après goutte, jour après jour, année après année, jusqu'à ce que l'impossible devienne une réalité tangible. Et dans cette certitude, Simone trouvait la paix qui transcendait toute compréhension. La compréhension que, même dans les nuits les plus sombres, l'aube arrive toujours pour ceux qui ont le courage de continuer, à croire en sa possibilité.